Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée au dernier roi des Français, Louis-Philippe. Vous venez de publier, Arnaud Tessier, aux éditions Perrin, une biographie qui est plus une biographie politique, une réflexion sur le gouvernement qu'une simple énumération des faits. C'est ce qui fait la qualité de votre travail. Nous avions laissé Louis-Philippe donc au tout début de son exil, et cet exil est assez fascinant parce qu'il fait littéralement le tour du monde. C'est un personnage, on pense même à un personnage de roman, tant les aventures sont extraordinaires. Oui, la Suisse, l'Allemagne, l'Europe du Nord, la Laponie, l'Amérique, et bien sûr la Sicile, l'Angleterre, c'est moins aventureux. Mais il a mené pendant presque 20 ans une vie d'exil et de voyage qui est à la fois, oui, c'était la combinaison des deux. C'est à la fois des temps d'exil pour lui, c'est-à-dire qu'il se serait bien dispensé de ces longues pérégrinations qui pour lui n'ont pas toujours été faciles matériellement. Et puis c'est aussi des années de voyage et de découverte du monde, un peu dans la tradition d'une certaine aristocratie du XVIIIe siècle. C'était un esprit curieux qui avait été élevé, il avait été doté d'une solide éducation, un esprit cultivé, qui savait observer. Il a laissé des souvenirs sur son voyage en Amérique, qui sont fort intéressants. C'est pas un talent littéraire en tant que tel, mais qui montre que c'est un homme qui savait observer, qui savait voir les paysages, qui savait comprendre les caractères. Et donc, il y a les deux côtés, voyageur et exilé. Il a essayé de combiner les deux, mais je crois quand même que pendant toutes ces années, je crois que son sentiment le plus fort qui dominait, c'était celui de l'exil. Et c'est pourquoi, finalement, il a commencé à se sentir bien que lorsqu'il s'est établi en Angleterre, à l'époque du consulat en France, et lorsqu'ensuite il a épousé Marie-Amélie et qu'il s'est installé à Palerme, qu'il a ainsi commencé son entreprise de réconciliation avec la branche aînée, et que là il a retrouvé une vie, sinon, enfin, qui était encore une vie d'exilé, mais plus stable. Et il faut dire que les années avaient passé, qu'il avait vieilli. Bainville, que vous connaissez bien, que vous citez à plusieurs reprises, disait que la noblesse, les princes de sang sont les seuls vrais cosmopolites, et Louis-Philippe apparaît comme tel, un véritable cosmopolite. Oui, et en particulier par sa pratique des langues, et cette pratique parfaite qu'il avait de l'anglais. Donc on voit d'ailleurs dans ses notes, parce qu'il ponctuait les notes, les correspondances, il aimait mettre des formules anglaises, il maîtrisait parfaitement l'anglais, il correspondait avec toute l'élite anglaise, il parlait plusieurs langues, c'était un homme qui véritablement était, oui c'est vrai, très cosmopolite par ses goûts, par ses lectures, et qui était connu comme tel. On associe l'exil, évidemment pour beaucoup de personnages de son époque, à l'émigration. Quel était son sentiment vis-à-vis de ces émigrés qui observaient donc ce qu'il se passait en France? Il a marqué très tôt une forte réticence vis-à-vis des milieux de l'immigration, qu'il appelait l'émigrerie d'ailleurs. Il considérait que les milieux de l'immigration se trompaient dans leur analyse de la politique européenne, qu'il prenait des risques considérables en prenant les armes contre la France. Et lui, il avait gardé cette dimension un peu du prince patriote. Il considérait que c'était une erreur qui créait un fossé irrémédiable entre la France, dont le tempérament national s'était affirmé malgré tout avec la Révolution. Il avait pu le constater à Valmy, et les milieux de l'Ancien Régime. Donc il était extrêmement réticent vis-à-vis des milieux de l'immigration et vis-à-vis de l'idée à laquelle il s'est toujours refusé de combattre dans les rangs d'immigration avec les armées étrangères contre les armées françaises, même s'il envisageait cette possibilité au moment de l'affaire de l'Espagne et de l'invasion de l'Espagne par les troupes de Napoléon. Donc il avait, oui, une réticence très forte. Et en même temps, il a toujours voulu marquer vis-à-vis du comte d'Artois et de Louis XVIII, le comte de Provence, devenu Louis XVIII à la mort du dauphin, il avait toujours voulu marquer sa fidélité. Donc fidélité, démarche d'allégeance qu'il a faite, mais en même temps marquant toujours qu'il ne rallierait pas les armées de l'émigration, ce qui lui était dûment reproché. Ce que je voudrais dire, c'est que en cela, il rejoignait les analyses des esprits les plus profonds et les plus intelligents de la pensée contre-révolutionnaire. Je pense en particulier à Mallet du Pan, qui est mort prématurément en 1800, mais qui a vu très tôt que la politique de l'immigration, que l'esprit de l'immigration était un esprit qui conduisait les adversaires de la Révolution dans une impasse. Mallet du Pan, grand penseur contre-révolutionnaire, l'a dit et écrit et a reconnu chez le jeune duc d'Orléans justement la qualité contraire, puisqu'il disait « celui-là a su tirer profit de l'adversité ». Quand il disait tirer profit de l'adversité, c'était pas pour dire tirer profit matériel, mais tirer un profit intellectuel. Il disait que Louis-Philippe avait compris quelle était la vraie réalité politique européenne. Donc quand Louis-Philippe se méfie de l'émigration ou réprouve une certaine attitude comme celle qui a prévaut autour du comte d'Artois, il n'est pas une sorte d'esprit
en rupture de banc. Beaucoup pensent comme lui, et beaucoup parmi les esprits les plus intelligents et les plus profonds du temps. Quelle position prend-il à l'égard d'un Bonaparte, puis ensuite d'un Napoléon ? Est-ce qu'il y a un moment, d'ailleurs, vous vous posez la question, je ne retrouve pas l'année, vous écrivez « Il est probable qu'à cette époque, Louis-Philippe aurait pu franchir le pas, se rapprocher de Bonaparte, obtenir peut-être quelques positions, sans doute même un trône européen. » Oui, je pense que Louis-Philippe a toujours marqué une distance très nette, dans ses courriers en particulier, dans ses multiples attestations de ses positions politiques qu'il a prises dans ses correspondances, dans un certain nombre de démarches qu'il a faites pendant ses années d'exil. Il a toujours marqué une vive réprobation vis-à-vis du système de Bonaparte et de Napoléon, du système consulaire et impérial. Ça, de ce point de vue-là, il a toujours observé une attitude assez continue. Au demeurant, on peut penser, même si c'est peu livré sur la question, qu'il avait une certaine admiration pour la geste napoléonienne, et puis on le verra ensuite, puisque sous la Restauration, l'essentiel de son entourage, ou une bonne partie de son entourage, de ses collaborateurs, des gens qui seront près de lui, seront d'anciens soldats, d'anciens généraux, officiers supérieurs de Napoléon. Il y a quand même autour de lui une nébuleuse qui est assez logique, puisque Louis-Philippe est à la fois l'héritier de l'Ancien Régime, et en même temps un homme qui a adhéré au premier temps de la Révolution française, qui s'est battu dans les armées de la Révolution, à Valmy et à Jemmapes. Et donc, il est assez logique qu'il comprenne un petit peu le sens de l'aventure impériale. Mais il a cette réprobation, je pense, qui est une réprobation de principe, parce qu'il n'oublie pas qu'il est un prince, qu'il veut marquer son attachement à la légitimité, et aussi, je pense, cette méfiance qu'il a et qu'il aura toujours envers les aventures militaires. Je crois qu'il a toujours éprouvé la spirale dans laquelle Napoléon se laissait entraîner en Europe. Ce qui est d'étonnant depuis le début de cette émission, c'est que nous n'avons pas parlé de doctrine de Louis-Philippe. Est-ce qu'il existe une doctrine ? Est-ce que on sait qu'il aime l'Angleterre ? Est-ce qu'il apprécie le parlementarisme anglais ? Alors ça, c'est un problème, parce que Louis-Philippe, et ça l'a servi politiquement, a toujours été présenté par ses partisans ou par ceux qui voulaient lui faire jouer un rôle politique, notamment sous la Restauration, et par ceux qui ont voulu lui faire jouer un rôle politique qu'il a fini par jouer en 1830, l'ont toujours fait passer pour un prince à l'anglaise qui transposerait en France les pratiques, les bonnes pratiques du système britannique, de cette monarchie équilibrée et du parlementarisme britannique. Et il n'a jamais démenti cette image qui s'attachait à lui et qu'il portait aussi à travers son genre de vie. Quand il vivait en Angleterre, il aimait profondément l'Angleterre, le mode de vie anglais. Il avait un côté gentry. C'était un mélange de chic et de décontraction dans la vie quotidienne dont ses enfants se souvenaient longtemps après. Donc, il avait un style anglais, qui lui était reproché d'ailleurs par certains. Il avait un style anglais. On l'a beaucoup fait passer pour effectivement un adepte du système anglais, ce qui donne une cohérence évidemment, surtout quand on considère l'histoire du XVIIe siècle britannique et du rôle de Guillaume d'Orange et la façon dont la monarchie britannique s'est finalement restaurée, ce qui paraît assez cohérent. Mais dans le fond, je crois que quand on étudie sa pratique politique et sa façon de concevoir le gouvernement, il avait une vision qui était un petit peu différente. Il avait une vision peut-être, alors pour le coup, plus autoritaire du pouvoir. Il y a peut-être eu une ambiguïté ou un malentendu entre lui et une partie des milieux politiques du temps, en partie des milieux libéraux. D'ailleurs, à un moment, beaucoup plus loin dans votre ouvrage, quand il est au pouvoir, vous vous posez la question, est-ce que Louis-Philippe est orléaniste ? Est-ce que c'est un libéral ? Oui, je crois qu'il y a eu une grande confusion qui a atteint son sommet pendant la période d'exceptionnelle stabilité qu'a marqué le pouvoir de Guizot, c'est-à-dire entre 1840 et 1848, quand Guizot, d'abord comme ministre, mais en fait comme véritable chef de file du gouvernement, puis comme président du Conseil des ministres, quand Guizot gouverne aux côtés de Louis-Philippe, et Guizot incarne tout à fait un certain libéralisme politique qui est parfaitement en accord avec l'image générale. Et donc l'ambiguïté s'est renforcée. Mais en fait, je pense que Louis-Philippe avait une conception, encore une fois, plus autoritaire, personnelle du pouvoir, qui a d'ailleurs été explicitée. Lui n'a jamais exprimé de doctrine, mais des gens qui ont écrit pour lui, comme Roederer, qui était une figure juriste de la fin de l'Ancien Régime, qui avait été révolutionnaire, modéré, qui ensuite avait œuvré pour Napoléon. Roederer, qui était finalement le théoricien non pas de l'orléanisme, mais de la politique selon Louis-Philippe, développer des idées sur le pouvoir qui ressemblent très étrangement, enfin qui annoncent très étrangement ce que sera la vision du pouvoir d'un De Gaulle dans les premières années de la Ve République, c'est-à-dire un parlementarisme qu'on qualifierait aujourd'hui de rationalisé, de très rationalisé, et un exécutif très fort incarné dans un personnage qui est le souverain républicain ou monarchique, et devant lesquels les ministres sont en fait responsables. C'est une vision de la politique qui est quand même assez éloignée du système parlementaire, et qui était, je pense, plus celle de Louis-Philippe. Mais quand vous dites on ne voit pas de doctrine, parce que là aussi le rapprochement peut paraître un peu sauvage, mais j'y crois profondément,
profondément avec De Gaulle. Et comme De Gaulle, chez Louis-Philippe, la doctrine, c'est l'histoire. C'est-à-dire, c'est le spectacle et la compréhension de l'histoire. La doctrine, c'est, voilà, j'ai vu cela, j'ai compris cela, et j'agis en fonction de ce que j'ai vu et compris, pour ce qui me paraît être la plus grande adaptation aux réalités, aux intérêts du pays. Pas de doctrine, mais une extraordinaire appréhension de ce qu'est l'histoire. On tente de définir cette pensée politique de ce personnage, et on peut le définir par ce qu'il n'est pas ou il ne veut pas être. Il y a cette grande idée, donc après la fin de Napoléon, c'est la restauration. Or, on sent qu'il n'aime pas le terme de restauration. Il préfère le terme, ou plutôt le verbe, de réparer. Et c'est une chose qui domine véritablement son œuvre. Quelle différence entre cette restauration, cette idée de restauration qu'il respecte par souci de légitimité, et cette idée de réparation. Je crois que c'est un terme que j'ai mis en exergue, je l'ai trouvé dans les notes de Louis-Philippe, mais ça m'est apparu comme étant véritablement l'illustration de ce qu'il voulait faire, et surtout quand on pense à ce qu'il a fait à Versailles. C'est-à-dire, Versailles, ce n'est pas une restauration, c'est une réparation du château, et en même temps, c'est l'ouverture du château sur quelque chose de plus vaste. La restauration, ça veut dire que littéralement, on revient à ce qu'il y avait avant. On rétablit ce qui existait avant. Et cela, Louis-Philippe sait que ce n'est pas possible. Depuis le début, il sait que ce n'est pas possible. Comme, encore une fois, des penseurs contre-révolutionnaires aussi peu suspects de sympathie pour la Révolution que Rivarol au Mallet-du-Pan le disaient bien avant lui. Et je pense qu'il les avait lus et qu'il les avait compris. Donc, restaurer, ça lui paraît à la fois une illusion et puis une ambiguïté majeure. Réparer, c'est différent. C'est un homme qui a une conscience aiguë des dommages de l'histoire, des dévastations que la Révolution et dans une certaine mesure la période impériale ont apporté à l'Europe et à la France en termes de vie humaine, de destruction, de guerre. Et donc, il sent qu'il faut réparer la France, réparer la société et réparer les monuments. Et Louis-Philippe, architecte, mérite véritablement d'être réétudié. Il y a des choses admirables dans le journal de Fontaine, qui fut son architecte après avoir été celui de Napoléon. Il y a véritablement cette intention-là qui est à la fois architecturale au sens propre et architecturale au sens de l'architecture de la société ou de la politique. En même temps, il sait qu'il a des outils pour cela, pour réparer le pays, et qu'il peut poursuivre une œuvre qui a été quand même engagée au-delà des aventures extérieures par Napoléon, grâce en particulier à l'œuvre de construction administrative et d'unité sociale que Napoléon a engagée avec la création de l'administration moderne, et puis avec le Code civil. Donc il reprend tout cela à son compte et il essaie de remettre les choses. C'est pour ça que j'ai cité à la fin du livre un texte étonnant de Victor Hugo dans Choses vues où il montre Louis-Philippe dans le caveau où sont rassemblés les restes des différents princes de sa famille, où il passe une journée à retrouver les os d'un tel, à essayer d'identifier avec une sorte de soin maladif. Il y a cette idée que la France, l'image est peut-être un peu poussée, mais en fait que la France est un peu en morceaux. Elle a commencé d'être reconstruite grâce à une partie de ce qu'a fait Bonaparte. Mais il faut poursuivre ce travail de restauration au sens d'une réparation et pas au sens d'un retour au passé. Il y a une vraie volonté chez ce personnage. Et d'ailleurs, c'est cette volonté qui fait qu'il accepte au fond la charge qu'on lui donne après la chute de Charles X. Il y a à la fois une hésitation au dernier moment, parce que toute sa vie, il a su que ce jour pourrait arriver, parce qu'il connaissait les faiblesses de la branche aînée, il avait perçu assez vite les erreurs politiques du régime de la Restauration, donc il n'a pas été surpris. Il n'a pas comploté, contrairement à ce qu'on a souvent dit. Et au moment fatidique, il a presque un peu reculé. Il a hésité, parce qu'il a vu comme le gouffre sous ses pieds. Et on peut comprendre une sorte de destin qui s'accomplissait d'une manière presque mécanique. Il y avait de quoi l'inquiéter. Et en même temps, il savait qu'il devait le faire. Et c'est cette formule extraordinaire qu'il employait un jour dans une lettre à Marie-Amélie, à son épouse, en disant « Nous sommes les derniers rois possibles en France ». Il savait que c'était la dernière tentative de pérenniser le système monarchique dans lequel il croyait. Donc il y a une volonté assez obstinée, effectivement, et qu'on perçoit pendant tout son règne, pendant 18 ans, une volonté assez obstinée, une sorte d'entêtement que même ces critiques les plus acharnés, comme Chateaubriand ou Tocqueville, qui ont fait des portraits peu amènes de Louis-Philippe, ont perçu une sorte d'obstination qui est assez sourde et en même temps très frappante. Il y a une ambiguïté dès le début, parce que au fond, d'où vient son pouvoir ? Est-ce qu'il est au pouvoir parce que c'est un prince de sang ? Ou bien parce que c'est la Révolution, parce que comme le disait Tocqueville, et revoilà la Révolution, car il s'agit toujours de la même. Donc, est-ce que ce pouvoir vient du fait qu'il soit un prince de sang ou bien de cette révolution ? L'ambiguïté, dès 1830, elle est présente, elle ne s'en ira pas. C'est-à-dire qu'il y a à la fois l'interprétation de Thiers, nous gardons la monarchie mais on change de dynastie, et puis il y a Lafayette, c'est la meilleure des républiques.